Salut le monde. Alors là, on va revenir sur les vidéos de l'immobilier. C'est un peu l'immobilier problemos, c'est tout ce qui tourne autour. Ça rejoint les vidéos sur l'immobilier comme source de revenus, du coup semi-passif et non pas passif. Regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand même, c'est très important d'en finir avec ces idées reçues qui sont pas du tout à l'ordre du jour. Et ça va être pour répondre à une question qui m'a été posée par un ami. J'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, c'est pour ça aussi que je me permets d'apporter une petite contribution à l'édifice. Faut-il investir à Paris ou en banlieue? Et derrière cette question, on peut très bien généraliser, on parle de Paris, mais derrière, ça peut être n'importe quelle grande ville en France, genre Lyon, Bordeaux, etc., ou n'importe quelle ville dans le monde, du moment qu'elle a des critères à partager avec Paris. C'est-à-dire une grande ville attractive et de préférence mondiale, genre New York, Londres, etc., etc., et des villes où l'attractivité se fait encore en intramuros. C'est très important cette hypothèse parce que, comme vous savez, il y a des villes où tout simplement les gens ils ont fui vers les banlieues. Donc non, là on est vraiment sur des villes où les plus beaux quartiers, à quelques exceptions près, sont intramuros et les banlieues, à quelques exceptions près encore. Bon voilà, c'est pas là où tout le monde a envie d'habiter. Alors il y aura toujours les jeunes travailleurs, les travailleurs, la classe sociale un peu moyenne, mais on sait très bien, c'est qu'en Paris, quand tu as les moyens, tu vas être dans le 7e arrondissement, le 16e, le 8e, le 5e, etc., etc. Donc c'est très important de préciser ces hypothèses-là, comme ça on sait très bien vers quoi, où on met les pieds dans cette vidéo. Maintenant que c'est clair, on peut rentrer dans les détails. J'investis à Paris intramuros ou en banlieue. Et donc on va rester concentré là-dessus et après chacun généralise et compare par rapport à sa cible, à la ville, au pays, etc., etc. On va commencer par le plus simple, entre guillemets, Paris. Alors, moi j'ai investi dans les deux, la banlieue et Paris. Donc c'est un peu mon retour, mon feedback d'expérience. À Paris, c'est bien d'investir, c'est bien d'avoir des biens immobiliers, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est rentable? Là, c'est une autre question. L'avantage d'avoir des biens à Paris, c'est que déjà, c'est un investissement patrimonial. Généralement, et quand je dis Paris, ça aussi c'est une bonne hypothèse. Quand je parle de Paris, je parle de Paris intramuros, les quartiers auxquels tout le monde pense. Parce que si on se positionne au niveau de certains arrondissements, dans certains quartiers qui malheureusement et pour plusieurs raisons, euh, ils ont perdu beaucoup de leur valeur, voilà, parce qu'il y a une certaine, ils ont été un peu squattés, ils ont été un peu mal fréquentés. Alors on va pas rentrer dans, parce que ça c'est tout un sujet. On va pas rentrer dans le côté humanitaire et social. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire. Là, je parle vraiment d'un point de vue purement investisseur et rentabilité. Donc, je dis Paris, c'est les quartiers où tout va bien. Investir là-bas, c'est d'avoir du patrimonial. On sait très bien que ça ne pourra que augmenter au moment où on va vendre. Notamment si c'est une, bon, si c'est une résidence principale, donc il n'y a pas d'imposition sur la plus-value, ça fait quand même quelque chose, ça fait quand même un bon argument. Si c'est de l'investissement secondaire, locatif, etc., etc., alors il y aura des impôts, mais on sait qu'on aura une plus-value parce que c'est une ville qui est très dynamique, mais vraiment très dynamique. Et en plus, il y aura toujours, parce que d'ailleurs, une bonne partie des investisseurs, ce sont des étrangers. Donc c'est des Chinois, des Américains, des Russes, des investisseurs du Golfe. Il y aura toujours un acheteur, ne serait-ce que pour l'image de marque de Paris. Et cette image de marque, c'est un capital quand même, a priori, inépuisable. Ou en tout cas, si jamais il sera épuisé un jour, ce qu'on n'espère pas bien sûr, c'est pas demain, c'est pas l'année prochaine. Mais voilà, on a quand même une visibilité qu'on ne peut pas avoir dans d'autres projets, dans d'autres investissements. Donc, d'un point de vue investissement patrimonial, c'est check, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas quand même vendre du rêve. On sait très bien que ça augmente, qu'on va vendre avec une plus-value. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits en France où vous pouvez faire de meilleures plus-values, notamment les villes qui sont en train d'émerger en France. D'accord. Mais là, il faut rajouter un autre axe de réflexion qui est la probabilité, qui est la rigueur de cette augmentation, qui est le risque. À Paris, je sais que ça va augmenter. C'est pas le plus fou en France, mais ça va augmenter. Donc, ça dépend encore une fois de ma stratégie. Mais si je veux juste avoir un investissement sûr, vamos.
Maintenant, si je suis vraiment dans une logique d'optimisation, peut-être il faut voir ailleurs, et d'ailleurs on en parlera par rapport à la banlieue. Donc, patrimonial, check, il n'y a aucun souci. D'autant plus que même par rapport, il y a la sécurité, votre investissement, normalement, votre bien, est-ce qu'il sera squatté? Il y a moins de risques parce que il y a des gardiens dans la plupart des immeubles parisiens, c'est sûr et certain. Il y a une certaine sécurité. Ça se fait pas facilement, même d'un point de vue imposition, la taxe foncière et la taxe d'habitation, bah, du coup, pour vos locataires, parce que ça aussi c'est un argument, généralement ça va. C'est pas très mauvais, c'est pas très méchant par rapport à d'autres endroits, notamment en banlieue. Donc ça aussi, ça rentre dans les calculs. On a parlé des gardiens, bah oui, c'est bien, mais ça veut dire aussi que les charges éventuellement seront un peu élevées, mais on en reparlera dans les inconvénients. Maintenant, l'un des autres avantages, et pour finir sur les avantages, c'est que euh, patrimonial, vous allez vendre, vous aurez une plus-value. Et même si vous n'allez pas vendre dans l'immédiat, vous n'êtes pas un marchand de biens, quand même pour la plupart ici, si vous voulez le louer, on sait très bien que louer un studio, un appartement dans un bon quartier, bon voilà, vous allez mettre l'annonce sur le bon site qui ressemble au Bon Coin, comme par hasard, son placement publicitaire. Et après, vous allez juste mettre une date. Moi, samedi matin, je suis présent de 10 heures à midi. Et voilà, si vous voulez venir, venez. Mais vous m'avez envoyé déjà le dossier, un dossier avec 3 garants. Ah oui, parce que à Paris, généralement, c'est 2 garants qui sont solvables. CDI, hors période d'essai, 3 fois plus que 3 fois le loyer. Et voilà, et on peut demander 2 garants, voire 3, voire plus. Tout est possible parce qu'il y a beaucoup de compétition. Donc, ce côté locatif, il y a une très grande sûreté qu'on ne va pas retrouver derrière. Et les vacances locatives, c'est quand même assez rare si on a un bon bien. Et voilà, en 2 heures, de toute façon, vous vous retrouvez avec une queue qui fait parfois plus que la rue, la ruelle ou l'avenue, et parfois même plus, pour faire la visite. Tous, ils ont de bons dossiers. Donc, généralement, durant les 2 heures, c'est juste l'embarras c'est limite si vous avez laissé votre numéro, vous aurez du harcèlement pour qu'ils prennent votre appartement. Donc, facile à louer. Et en plus, vous choisissez qui vous voulez. Et là, peut-être vous retrouvez dans l'immobilier comme un investissement passif complètement, parce que vous allez installer par exemple un étudiant qui a une très bonne situation de la part de ses parents, qui vont vous faire un virement automatique, et on n'en parle plus, et c'est parti pour 3 ans, pour 5 ans, si c'est en médecine, je sais pas, 10 ans, 11 ans, de toute façon, ils finissent jamais, petit coucou, et donc voilà, c'est vraiment, c'est que des virements qui vont tomber sur votre site. Enfin, sur votre compte bancaire. Je rappelle pour ceux qui regardent pour la première fois, toutes les vidéos de la chaîne ils sont dans des conditions du live, donc je refais pas, je retape pas. Donc c'est aussi pour ça qu'il y aura peut-être des petites coquilles par-ci par-là. Je vais pas effacer parce que ça prend beaucoup de temps. Et là c'est très amateur. Donc Paris, c'est le patrimonial, c'est la valeur sûre. Là, si on fait le bon choix. Et pour le locatif, toi pas s'inquiéter. Voilà, même si toi tu pars à l'étranger, tu laisses ça entre les mains d'une agence. Bon, ça c'est un autre débat, faut-il laisser entre les mains d'une agence, ça va être maltraité ou pas, c'est une autre histoire. Mais l'idée c'est que une agence, tu sais très bien que ça va rouler tout seul si tu sécurises bien l'entourage de l'agence. Voilà. Peace and love. Encore faut-il prendre en compte tous les inconvénients. Et là, c'est la transition vers les inconvénients de Paris. Par quoi il faut commencer? Premièrement, et là c'est la politique. Bon, je dis bien que c'est la politique parce que ça pourrait très bien changer. Ah oui, un autre dernier avantage, avant de revenir là, c'est Airbnb. Airbnb, entre parenthèses. Parce que comme vous savez, Airbnb, c'est maintenant à Paris, c'est devenu interdit. On va en parler dans les inconvénients. Mais si jamais vous vous retrouvez dans la petite case où le petit astérix que personne ne voit, où vous êtes autorisé à faire du Airbnb, et ben voilà, vous avez location longue durée checked, patrimonial checked, Airbnb no comments. No comments. Surtout si vous avez une vue sur un monument historique, vous mettez ça sur l'annonce et vous laissez rouler tout seul. On revient aux inconvénients parce que c'est important et vraiment il faut le savoir. Parce que déjà Paris ça coûte très cher, donc si vous ne connaissez pas les inconvénients, vous allez être très déçus. La déception dans un investissement parisien, généralement ça coûte plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros. Ça fait un peu mal quand même, ça peut finir une carrière d'investisseur. Anyway, alors c'est politique. Et quand je dis politique c'est important parce que ça veut dire que demain peut-être la mairie va changer de bord. Alors moi j'ai aucune position, je m'en fous. Et puis il y a des pour et des contre pour chaque parti, etc. Mais bon voilà, ça veut dire que
si on change de maire et son adjoint, là les gens qui connaissent Paris vont comprendre de quoi je parle. Peut-être qu'on va revenir vers des politiques plus libérales et tout ce que je suis en train de dire va changer. C'est pour ça que j'en parle, hein. Voilà, c'est des hypothèses qui sont sous-hypothèses, qui sont sous conditions. Donc, le premier inconvénient avec la loi Elan, avec la mairie, avec l'adjoint du maire qui, voilà, qui est un peu dans le zèle, c'est que les loyers sont plafonnés. Alors, j'ai rien contre ça parce que c'est très bien, ça permet aux gens aussi un peu de booster le niveau de vie des gens, c'est très bien. C'est juste que le problème, c'est que toi, en tant qu'investisseur, tu investis avec un calcul de rentabilité. Si le loyer il est plafonné, si on, pire encore, tu as acheté, tu as investi, ça fait longtemps avant ces règles-là, et peut-être tu te retrouves aujourd'hui, tu passes du modèle où c'est l'autofinancement, voire tu es en train de gagner, au modèle où c'est toi qui es en train de financer le crédit. Bon, moi, de toute façon, je suis contre le modèle de l'autofinancement, j'y crois pas, j'y ai jamais cru, mais bon, voilà, je sais très bien que la plupart des gens y croient, et on en fait un modèle, un business model. Donc là, j'espère, parce que c'est vrai que en province, il y a encore moyen de faire de l'autofinancement. Il y a beaucoup qui y réussissent et ça se passe très bien. Donc le mec, il a juste un CDI, juste entre guillemets un CDI avec un petit salaire et se retrouve à la tête d'une dizaine d'appartements, voire une centaine. Et là, c'est très bien pour lui, pour la réussite. Mais là, c'est sous hypothèse parce que ah, si dans des villes on peut encore le faire, à Paris, no way. Alors, plafonnement de loyer, très grand danger. Il faut vraiment prendre en compte ça dans ses calculs. Deuxièmement, la nouvelle loi DPE qui fait qu'il faut regarder sa classe énergétique. Si elle ne respecte pas un certain nombre de critères, il faut faire des travaux. Ces travaux, ça veut dire quoi? Déjà, c'est beaucoup d'argent, hein. Il faut facilement, on part sur des dizaines de milliers d'euros. Donc par rapport à la rentabilité, il faut vraiment check, il faut vraiment réviser, faire sortir sa calculatrice, son stylo, faire 5 calculs l'un après l'autre pour être sûr et certain de n'avoir rien raté. Et en plus, il y a le risque de perdre sur la surface. Et ça, c'est très quand même, c'est très dangereux parce que tu perds sur la surface. Bah, si tu perds sur la surface, déjà tu perds d'un point de vue location parce que tu loues par rapport à un plafond, sachant que le plafond te laisse une certaine marge. Tu peux, alors, entre parenthèses, c'est plafonné, il y a des exceptions, mais ces exceptions, il va falloir pouvoir les justifier. Genre, j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai une vue sur la tour Eiffel, j'ai ceci, j'ai cela, mais vous avez compris, on se retrouve dans une situation d'étroitesse de laquelle peut-être on n'a pas besoin, parce que peut-être la plupart investissent dans l'immobilier pour améliorer leur situation, pas pour avoir plus de charges mentales. Une situation particulière. Donc, pour revenir au sujet, c'est ce problème de plafonnement qui peut tout remettre en question. Ce qu'on était en train de dire, c'est ce problème de la loi DPE qui fait que des travaux et en plus une perte sur la surface avec la conséquence sur la rentabilité. À côté de ça, on vient d'en parler, Airbnb à Paris, on peut oublier, sauf si on a les moyens, parce qu'il y a une demande à faire, il y a une surface équivalente qui était en commercial qu'il faut transformer en habitation. Donc on sait très bien que c'est pas à la portée de tout le monde. Reste la possibilité de résidence principale, mais résidence principale louée 4 mois, une partie de votre résidence principale. Vous savez bien que c'est pas comme ça qu'on peut vivre bien, hein. Le but de l'investissement, c'est pas de se créer des problèmes, c'est quand même de vivre dans de bonnes conditions, améliorer ses conditions de vie. Donc Airbnb, on peut dire que pour Paris, on va juste l'oublier. À côté de ça, et si on prend tout ça en compte, la rentabilité, elle chute. Elle va juste chuter et comme pas possible. Et donc, on passe très facilement d'une rentabilité. Bon, généralement, la moyenne, on va viser quelque chose comme 5%. Et c'est déjà pas grand-chose. On peut très bien se retrouver avec du 4% brut, du 3% parfois même brut. Et là, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut se poser des questions si vraiment on a investi pour avoir du cash flow pour en faire autre chose, ou bien on a juste investi parce qu'on veut se positionner, ou bien parce qu'on vise le très long terme. Mais là, ça va être vraiment le très 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 long terme avec beaucoup de patience. Maintenant, attention, tout ce que je viens de dire, encore une fois, c'est sous hypothèse, parce que demain, il suffit qu'une loi sorte pour revoir ces histoires de DPE, ou bien le plafonnement, ou bien Airbnb. Là, peut-être tout va changer et votre investissement à Paris va valoir de l'or. Donc, pour conclure sur Paris, c'est une valeur sûre pour celui qui cherche un investissement sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment courir pour investir à Paris? Moi, je dirais, ça dépend.
Si c'est juste pour faire un investissement classique, c'est-à-dire je trouve un bien, je l'achète, je le loue en colocation, en location, ceci, cela, etc. Non. Par contre, si on trouve quelque chose de vraiment très intéressant, genre où je peux créer de la valeur ajoutée, je dis n'importe quoi peut-être, mais je prends un appartement de 3 pièces, mais cet appartement il est fait de telle sorte que je peux créer une quatrième pièce tout en ayant un salon. Il y a un espace de vie commun, je vais tout mettre en colocation. Alors là, ça change beaucoup de choses parce que je sais très bien que je vais augmenter, booster ma rentabilité puisque j'ai créé une chambre. C'est limite, j'ai gagné une chambre d'une manière un peu gratuite. Ou encore, si j'arrive à trouver une bonne affaire, genre le vendeur il est très pressé, moi j'ai tout l'argent qu'il faut, je peux payer cash, il n'y a aucun souci, et donc je fais une très belle négociation qui ferait que même avec les travaux de DPE éventuellement, même avec le plafonnement, ceci, cela, je m'en sortirai très bien et j'aurai la bonne rentabilité. Donc il faut vraiment chercher la bonne exception. Si vous l'avez, c'est très bien. Si vous l'avez pas, posez-vous la question, est-ce que c'est un investissement stratégique long-termiste? Est-ce que peut-être j'ai des investissements déjà partout et j'ai envie d'avoir aussi du pari? Ok, sinon, c'est pas la peine. Et si c'est pas la peine, il y a l'autre possibilité qui va être la banlieue. Alors, quand je parle de la banlieue, je parle pas de la banlieue très lointaine. Je parle vraiment, parce que là, c'est autre chose. C'est d'autres lois, c'est d'autres règles. Je parle de la banlieue telle que nous l'imaginons tous, de premier abord, à savoir euh, la petite boucle, ou bien la deuxième boucle autour de la ville principale, où il y a des transports, il y a une certaine qualité de vie, etc., etc. C'est-à-dire le prochain Paris, si vous voulez. Et je ne parle pas ici de Montreuil, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est en train de parler du 21e arrondissement, ça n'arrive pas. On est au 21e siècle, il n'y a toujours pas de 21e arrondissement. Là, vraiment, je parle de ce qu'on pense, on pense que c'est une banlieue où là où ça se passe. Donc, on va commencer par les avantages et les inconvénients. Vous voulez qu'on commence par quoi? On va commencer par les avantages, on va rester quand même positif. L'avantage, c'est que là aussi, c'est du patrimonial dans le sens où, généralement, vous achetez, dans plusieurs années, ça va augmenter. Surtout si vous faites le bon choix, vous achetez dans une banlieue où il y a le Grand Paris qui passe, et équivalent. Même si maintenant ça commence déjà à flamber, il fallait se réveiller beaucoup plus tôt, mais bon voilà, si vous trouvez des affaires, il ne faut pas hésiter, il y a toujours de bonnes affaires, malgré tout. Donc, si c'est une banlieue stratégique où il y aura du Grand Paris, ou bien les Jeux Olympiques, ou je ne sais quel autre événement qui font que la valeur foncière augmente, ça peut donner du patrimonial et ça peut être beaucoup plus intéressant que Paris. Par exemple, si on prend comme exemple Saint-Denis, que je connais très bien parce que j'y investis, l'augmentation à la vente, ça n'a rien à voir avec Paris. Mais pourquoi? C'est justifié. Saint-Denis, le bon côté de Saint-Denis est celui qui est en train de se moderniser, mais ça va un peu généraliser ailleurs. Vous avez déjà l'RER D, vous avez le B, qui n'est pas loin, vous avez des trams, je dis bien des trams, et un métro. Et en plus, il y aura un nouveau métro qui va passer dans le Grand Paris, voire même, je crois, deux. Je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je ne vais pas donner le numéro de métro, mais bon, voilà, je crois qu'il y aura 2 lignes qui vont se rajouter. Et donc, je pense à un coin de Saint-Denis, on est en train de passer de Saint-Denis qui fait, par exemple, une demi-heure pour aller à la Défense, à un Saint-Denis qui fait 10 minutes pour aller à la Défense. Donc, rien que sur ça, vous voyez bien que la valeur de la chose, bah, elle va juste augmenter comme pas possible. Donc, pour le patrimonial, quand on fait bien ses choix et son homework, c'est très bien. La question ne se pose pas. Maintenant, pour ici et maintenant, si vous voulez louer. Alors, les avantages, c'est que avec des projets comme ça, on vient de parler de 10 minutes, vous imaginez bien que ça va vous rapporter une population qui n'était pas ciblée auparavant. Parce que là, ça veut dire tous les gens qui travaillent à la Défense, au lieu d'aller chercher autour de la Défense, voir à Paris ce qui coûte cher, ils iront voir à Saint-Denis, why not? Et en plus, elle est en train de changer. C'est une ville que j'adore, donc je ne suis pas du tout en train d'insinuer quoi que ce soit de négatif. Donc, pour le locatif, c'est dynamique déjà, et ça va devenir de plus en plus dynamique. Euh, et peut-être même que sur le cash flow, ça fera beaucoup plus que Paris, parce que Paris, ça commence vraiment à stagner comme pas possible. Maintenant, les inconvénients, il faut vraiment pas non plus les négliger, c'est que premièrement, c'est la banlieue.
Donc la banlieue, elle n'a pas une bonne réputation. Au moment où, à Paris, tu mets une annonce, 2 heures, tu auras le monde entier qui va venir postuler. Quand je dis le monde entier, c'est vraiment, j'exagère pas, parce que là, je mets aussi les étrangers. C'est-à-dire, je sais par expérience, on met un studio à Paris, tu auras tout le monde qui va venir. Parce que tout le monde sait que 17e, 16e arrondissement, c'est là où se trouve. Les étudiants étrangers, les touristes, avant de venir à Paris, peut-être qu'ils se renseignent avec l'histoire de no-go zone et tout ce qu'on voit sur les médias. Il ne faut pas compter sur eux pour aller à Saint-Denis. Ça, c'est sûr et certain. Donc, cette image de marque, on ne l'aura pas forcément dans la banlieue. Ce qui fait que la population, je parlais des touristes, mais je suis aussi en train de généraliser, d'un point de vue locatif, les locataires que tu vas attirer, c'est pas la même chose. C'est pas forcément, ils vont te faire la queue, ils sont pas réactifs et en 2 heures, tu auras déjà ce qu'il faut. Il faut oublier l'histoire de loyer, 3 fois le salaire avec 10 garants à côté. Ça, il faut l'oublier. Il faut vraiment être prêt à accepter du visal, accepter d'autres formes de garantie, accepter un certain locataire qui fait 2 fois le loyer, mais derrière, tu vas lui poser des questions par rapport à la CAF, aux APL. Maintenant, on est d'accord que la CAF, les APL, c'est pas un salaire et que pour X raisons, la situation peut changer et derrière, il peut perdre cette entrée d'argent. Généralement, c'est très difficile. Mais bon, que ça arrive, et c'est très rare. Mais c'est une possibilité. Bon, de toute façon, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est sous hypothèse, c'est des possibilités, probabilités. Tout dépendra de la situation. C'est du cas par cas. Donc, d'un point de vue locatif, c'est un peu plus long. Il y a un risque quand même sur les vacances locatives, notamment si tu es un propriétaire chiant et tu es un propriétaire qui est très ce qui est ton droit, qui est très précis dans sa démarche, très procédural, et tu cherches quand même celui qui check toutes les cases avec le salaire, etc. Et derrière, ça veut dire aussi que si tu passes par une assurance locative, et ben l'assurance, il va pas te suivre sur un dossier qui fait pas 3 fois, etc. avec le garant, hein. Et donc, il faut aussi accepter à faire ça. Donc, si tu es à l'étranger, par exemple, tu peux pas gérer, et ben c'est un risque à faire avec. Donc, la nature de la population locative. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment accepter. Et derrière, en fait, alors là, c'est un peu, je vais être un peu, je veux pas du tout choquer qui que ce soit. Là, on est en train de parler chiffres, mathématiques, investissements, etc. Mais peut-être que quand on loue à Paris, on aura des relations qui pourraient être plus apaisées. Alors, je tiens à nuancer. C'est pas du tout un jugement, ça veut rien dire. On peut avoir des connards à Paris qui ont une très bonne situation et qui vont vous faire chier comme pas possible. Pour un oui, pour un non, viens me voir, il y a ceci qui marche pas. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis juste en train de dire que peut-être en banlieue, et de toute façon, je vous permets de faire un délit de faciès pour comprendre qu'il n'y a aucun jugement, ça m'arrange très bien. Il faut faire un certain effort. Un certain effort, c'est vraiment ça l'idée, dans les entretiens aux candidats locataires, pour bien cerner la personne et comprendre si derrière c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est quelqu'un qui va payer à temps, c'est quelqu'un qui va pas peut-être lui loue pour une personne, se retrouve avec 10 personnes, qui va pas ravager le bien, etc., etc. Je dis pas qu'il y a un lien systématique, et j'insiste, je dis juste qu'il y a un effort supplémentaire à faire. Un effort supplémentaire à faire et ça provient des moyens financiers. C'est pas une question de personnalité au personnel, c'est juste les moyens parce que c'est normal qu'il y a papa et maman qui ont tous les moyens et pour eux le loyer de, je sais pas, de 800 euros, de 1000 euros à Paris, c'est n'importe quoi, c'est 3 fois rien. C'est limite l'argent de poche de leur dernier des enfants. C'est normal que ça tente moins à créer des problèmes, à ne pas payer, que quelqu'un pour qui 500 euros, c'est la moitié de son salaire. À la première difficulté financière, il va se dire, et si je ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, donc plus d'efforts par rapport à la population locative. Maintenant, on a parlé de la taxe foncière et la taxe d'habitation. Alors là, en banlieue, bon courage. Que ce soit 93, 94, 95. Ah là, vraiment, ils se gavent comme pas possible. Et donc, peut-être en investissant, il faut vraiment faire bien son calcul de rentabilité et intégrer ça. Parce que si tu vas payer, et ça, je le sais très bien, si tu vas payer 1200 euros, 2000 euros de taxe foncière à la fin de l'année, même si tu as bien loué avec toutes les meilleures actions, bah, peut-être tu vas perdre un petit chiffre au niveau du pourcentage de rentabilité. Donc à voir.
Autre chose, autre inconvénient, c'est que la plupart des banlieues aujourd'hui, ils ont suivi l'exemple de Paris, des grandes villes, donc plafonnement de loyer. Et donc il faut se poser les bonnes questions. Et puis, on ne peut pas faire de Airbnb, mêmes hypothèses que Paris. Donc, il faut voir comment ça se passe. Mais l'autre inconvénient qui est plus important, et là on ne parle pas des locataires, c'est le bien et les voisins. Là encore, on est en train de rentrer sur un terrain très miné. Mais il faut bien communiquer. Recommettez, s'il vous plaît, le même délit de faciès. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Donc voilà, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. Voilà, je suis qui je suis, donc difficile de me soupçonner de quoi que ce soit. Une fois que c'est dit, on va aller un peu plus loin. Le problème des banlieues, c'est que surtout si c'est pas un pavillon, généralement c'est pas un pavillon, parce que là c'est une autre histoire. Si tu vas investir dans un pavillon, dans une banlieue pour faire de la colocation, mon gars, bon courage. En général, là où il y a juste un bus qui passe une fois chaque demi-heure, il s'arrête à 20 heures du soir, bah, ça c'est un projet qui n'a aucun sens. On parle pas de ça. On parle d'une banlieue où tout se passe bien, et là on parle de situer un appartement dans un immeuble. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que cet immeuble est mes voisins? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs? Est-ce que c'est des propriétaires? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Est-ce que tout le monde paie? Un jour, je vais parler de quelques problèmes que je suis en train de vivre actuellement, d'ailleurs, à cause de ça. Parce que si tu te retrouves dans un immeuble où les voisins ne payent pas l'appel à contribution, l'appel à fonds, parce que derrière, on a besoin de faire des travaux assez importants au niveau de l'immeuble, ou bien tu as des voisins, c'est pas des voisins, mais plutôt tu as des voisins investisseurs qui sont tout simplement des marchands de sommeil. Et ça existe assez, c'est pas du tout exceptionnel dans certains banlieues, malheureusement. Donc, déjà, tu as une fréquentation des voisins qui peut-être sont difficilement fréquentables, mais les pauvres, généralement, ils l'ont pas choisi. C'est plus l'œuvre du diable de ce marchand de sommeil. Mais bon, voilà, il y a une situation qui fait que les locataires acceptent et l'autre, ils profitent. Mais ces locataires, peut-être, ils rentrent le soir, ils sortent assez tôt, peut-être il y a des problèmes, peut-être ils sont nombreux. Peut-être que toi, qui fais très bien les choses, mais ton locataire, il sera dérangé et finalement, il va partir parce que le voisinage n'est pas bon. Vacances locatives. À prendre en compte, c'est une situation qui est assez souvent vivable. Enfin, qu'on peut vivre. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut faire très attention à la qualité du voisinage, parce que si jamais ces voisins-là, ces copropriétaires ne payent pas leur dû, eh ben, tu te retrouves avec un immeuble qui ressemble à rien. Et si ton immeuble ne ressemble à rien et les travaux ne sont pas faits, ça veut dire qu'avec le temps, c'est en train de s'aggraver et le prix à payer, il est en train d'augmenter. Et si ça se trouve, et c'est là aussi la catastrophe, un jour, je suis en train à peine d'exagérer, on viendra taper à ta porte, monsieur, ce gars est ta chèvre, eh ben écoute, insalubre. L'immeuble, il est insalubre. Ou alors, tes voisins qui sont, voilà, marchands de sommeil, il va faire entrer n'importe qui, il y aura un accident, comme par hasard, du feu, incendie. Mec, tu as perdu ton investissement. 5-5, comme on dit chez nous, 3 points de suspension, 5-5, ou bien le soleil de l'après-midi, Shams al-Ashia. Donc, un inconvénient qui est de taille qu'il faut vraiment prendre en compte. À part ça, bon, ça va. À part ça, je tiens quand même à nuancer, c'est que normalement, ça se passe très bien. La banlieue, c'est là où il y a des opportunités. Moi, personnellement, et là, je parle de ma petite expérience personnelle, je n'ai jamais eu de problème avec les locataires, mais après, je fais aussi un certain travail de, de tri. Et je passe des entretiens comme si c'était des entretiens dans une entreprise, c'est limite du RH, mais je trouve du plaisir. Ils ont toujours payé à temps, à quelques exceptions près, et même que j'ai accepté, mais je le fais avec plaisir, de prendre des dossiers qui n'étaient pas CDI, période d'essai, 19 000 garants, etc., etc. Et cetera. Et ça se passe bien. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est une variable. Mais les gens... Maintenant, dans la banlieue, il y a aussi une bonne ambiance. Moi, j'aime bien quand je pars là-bas, quand je visite, il y a une bonne ambiance avec les voisins. Il y a un esprit de famille, je pense, à un immeuble particulièrement. Donc, pour retourner et pour aller à la conclusion, Paris, c'est du patrimonial. Il y a quand même pas mal de contraintes qu'il va falloir accepter. La rentabilité, elle a chuté comme pas possible. Maintenant, c'est du sûr. Et en plus, il faut voir ce que ça vaut dans votre portefeuille, dans votre projet.
c'est prestigieux. Quand tu dis que oui, je suis investisseur, j'ai un bien à Paris, j'ai des biens à Paris, quand tu proposes à des gens des choses à Paris, ça donne un certain prestige. Maintenant, il faut voir ce prestige, si tu en as besoin ou pas, si ce prestige te permet de gagner sur d'autres tableaux que le simple prestige. Voilà, prestige pour le prestige, c'est vraiment pas la peine. Donc ça, c'est quand même c'est très important à rappeler. La banlieue, c'est là où il y a le plus d'opportunités d'un point de vue rentabilité patrimoniale, mais aussi locative. Maintenant, il y a des petits risques. Il y a des petits risques qu'il va falloir chiffrer, alors, déjà étudier s'ils existent, si ça se trouve, ça n'existe pas, chiffrer et faire avec. Et faire avec. Et comme d'hab, je rappelle qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise décision. En fin de compte, c'est une étude. Généralement, il faut diversifier, c'est un peu la réponse la plus facile, mais c'est la vraie réponse. C'est que il faut en avoir à Paris, mais il faut aussi en avoir en banlieue. Et quand je dis banlieue, c'est différentes banlieues. Donc il y aura des banlieues où ça va être plutôt des banlieues résidentielles, d'autres banlieues où il y a des activités industrielles, des banlieues où il y aura beaucoup d'universités, d'écoles. Comme ça, on essaie aussi de diversifier euh, le profil des locataires et les risques qui vont avec. Et puis voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo apporte une petite valeur ajoutée. Je remercie la personne qui a posé la question. Et puis pour finir, ça fait un bon clap à fait, une petite douche, hop. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit du papier, il faut que ce soit du vrai dollar. Merci à tous et à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Checkez la chaîne, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça, tout ça. Juste pour encourager les algorithmes à faire monter la vidéo parce que ça fait plaisir. Ça, c'est pas le but, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a un impact. Voilà. Ciao, ciao.